sachant qu'une addiction, c'est une dépendance très forte, entraînant souvent des conduites compulsives. Donc voilà. Et on peut vous donner la parole ce soir sur ce sujet. Donc moi, je suis Nathalie Romani, psychologue clinicienne à l'hôpital Édouard Toulouse. Donc, je travaille en périnatalité, donc surtout avec des mamans et des bébés. Et je peux aussi débattre avec vous du sujet sur la cyberaddiction et tous ces problèmes qu'on a actuellement à l'école, notamment, et avec les réseaux sociaux. Et cette histoire d'intimité et jusqu'où va ce qu'on doit montrer aux autres. Hein. Alors aujourd'hui, on dirait qu'il y a des yeux partout, en fait. On sait tout sur tout le monde, tout le temps. On sait même où est-ce que vous allez, avec qui vous conversez, avec les téléphones. Donc, mais seulement, en fait, il faut savoir que tout ça, ça a des conséquences. Et donc, quelquefois, ça peut amener à des dépressions, notamment chez les jeunes. Voilà, parce que il y a des choses qu'on n'aurait pas voulu dire sur soi, et tout d'un coup, c'est à la vue de tout le monde, et c'est compliqué. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler un petit peu de ça, des difficultés Il y a beaucoup de jeunes aussi. Est-ce que beaucoup ont Facebook, utilisent l'ordinateur souvent? Les jeunes, c'est Snapchat. Hein. Oui, ou Snapchat. Les vieux, c'est Facebook. Voilà. Ou il y a des mamans qui veulent aussi intervenir sur ce sujet, peut-être. Oui, je peux parler, c'est possible? Oui. Ouais. Voilà, de suite. Maman Ali. Qu'est-ce qu'en pense la dictologue, peut-être? On peut lui poser la question. Quand on parle d'addictologie, d'accord? À l'époque, les addictologies qu'il y avait, on a pensé, il y a eu toutes ces phases. Il y avait toxicomane, consommateur, il y avait tous ces mots. Et derrière l'addiction, il y avait aussi une traduction de l'addiction. On voyait des personnes qui étaient physiquement en demande, en manque. Ça a généré des nouveaux comportements. Et toutes ces addictions avaient une expression sur des scènes ouvertes, c'est-à-dire qu'on les voyait en public, et justement déranger le public. Alors là, la question, et là je me fais le relais, je ne peux pas le rater parce qu'il est là. Comment on peut visualiser ou matérialiser cette addiction dans la cyberaddiction? Bonjour à tout le monde, je suis Dirk Pütschel, médecin addictologue à l'hôpital Nord. Et c'est une grande question en fait, parce que je pense qu'on est en train de changer une qualité. Quand vous regardez les addictions en fait, des produits, comme l'alcool, comme le cannabis, la cigarette, les comprimés, l'héroïne, les opiacés, la cocaïne, voilà. Il faut avoir le produit, en fait, il faut aller les chercher, ou il y a quelque chose de matériel. Avec ce qu'on appelle cyberaddiction, ou après, voilà, ça se décline sur différentes choses. Le téléphone, par exemple, il est toujours avec soi, en fait. On n'a pas besoin de sortir pour avoir le produit. On n'est pas obligé d'acheter, en fait, ou de se... Ça veut dire, c'est quelque chose qui... comment dire, qui est disponible, en fait, 24 heures sur 24. Et qui est disponible aussi voilà, en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui favorise les addictions. Après, quand on regarde les ordinateurs, les applications, quand on regarde le jeu aussi, tout ça, ça existait jusqu'à un certain degré, en fait.
Par exemple, les générations plus anciennes, ou pour les jeunes, ils se font raconter ça par les parents ou les grands-parents. Quand on jouait, on faisait en loto, on allait au PMU par exemple, on grattait, on cochait, et les résultats, il avait une semaine plus tard. Depuis quelques années, en fait, le jeu est en ligne et on peut l'avoir soit au PMU, mais on peut l'avoir aussi sur son téléphone. Que ce soit des paris sportifs, etc. Voilà, on a avec soi et on a le résultat aussi très rapidement dans les minutes qui arrivent. Et ça, c'est un mécanisme qui rend facilement dépendant. C'est un mécanisme qu'on rencontre aussi dans des produits. Il y a des produits qui rendent plus dépendants que d'autres. L'alcool en soi rend relativement peu dépendant par le mécanisme. Par contre, par la disponibilité, il rend beaucoup dépendant en fait parce qu'il y a une grosse partie de la population qui consomme. Après, quand on regarde par exemple des comprimés, surtout des calmants ou des somnifères, il rend facilement dépendant, une fois par le mécanisme, il n'y a pas tous les médicaments qui rendent dépendant, et plus qu'ils agissent court, plus ils rendent dépendant. Et ces mécanismes-là, on rencontre en fait aussi avec les réseaux sociaux, en fait, et avec le jeu en ligne, par exemple. Je vous propose que je m'arrête là. En fait, pour l'instant, on a l'occasion en fait d'en reparler. Oui. C'est-à-dire que, juste, ça veut dire qu'en fait, plus la réponse, enfin, plus l'effet est immédiat et rapide, c'est ça, plus la dépendance est importante, c'est ça. Ça favorise la dépendance. D'accord, c'est après d'envoyer des textos ou des commentaires sur Snapchat, voilà, c'est pas en soi que ça rend dépendant en fait, mais après, voilà, quand on a des réponses rapides, quand on répond rapide, en fait, voilà, là il y a des réactions après qui favorisent. Si on poste, voilà, une fois et on regarde le soir, tiens, est-ce qu'il y a des réponses ou pas, voilà, c'est ça veut dire il y a, pareil comme pour des produits, hein, il y a des choses qui dépendent de l'extérieur. On ne devient pas, quoique en fait, je voudrais donner l'exemple, en fait, on ne devient pas dépendant de la limonade, mais il y a la recherche qui nous dit de plus en plus que le sucre rend très dépendant, en fait. Alors c'est pas une bonne voilà, pas un bon exemple. On ne devient pas dépendant de l'eau ou de lait. Par contre, voilà, il y a des produits spécifiques comme le coca, par exemple, en fait, où il y a beaucoup de sucre, où on devient aussi dépendant, en fait. Je sais pas, j'ai entendu qu'on me demandait comment on reconnaît la dépendance au numérique. Moi, au niveau du quotidien, d'une vie quotidienne, je pense que quand on téléphone ou qu'on fait des Snapchat ou WhatsApp, tout ça, c'est hyper pratique. Mais je crois que la dépendance, elle vient quand on est à table avec des gens et au lieu de profiter de ce moment-là, il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de parler à quelqu'un d'autre ou de faire autre chose. Moi, pour moi, le début du truc, et pourtant, bon, Ali sait que moi, je défends un peu le numérique quand même, mais je trouve que ça, pour moi, c'est une dépendance. C'est-à-dire, par exemple, je pars de chez moi, je me dis, merde, j'ai oublié mon portable. Je suis hyper en retard, je vais retourner quand même le chercher. Je me dis même pas, je vais passer une journée sans mon portable. Ça, j'aime pas. Là, je trouve que c'est une petite dépendance. Et les gens, le truc que je trouve marrant et moyen marrant, c'est que maintenant, les gens marchent toujours tout seuls dans la rue en parlant avec les oreilles, enfin, parlent tout le temps à quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que c'est une dépendance ou pas ? Moi, je ne le pense pas. Mais ça montre aussi la complexité et le changement culturel.
on peut être sur un lieu et avoir des écouteurs et parler avec quelqu'un d'autre qui est très loin, par exemple. Et ça veut dire, avec les réseaux sociaux, la notion de l'espace, de la géographie, voilà, on change une qualité. Elle est disponible sur soi. Du coup, on peut être avec des personnes qui sont dans le même espace, l'un qui parle au téléphone avec quelqu'un qui je ne sais pas où, en fait, l'autre qui est en train avec le jeu et l'attention est focalisée là, il investit ça. En fait, c'est qui un critère pour l'addiction, et là je te rejoins, en fait, c'est que des occupations quotidiennes normales, en guillemets, en fait, parce que ça demande aussi, voilà, d'être défini, qui sont négligées, en fait. Par exemple, quand on mange à table, tu dis ça, en fait, c'est un moment qui normalement est une fois de déguster, en fait, d'échanger avec des personnes, et qu'on néglige, en fait, qu'on saute des repas, par exemple, qu'on saute d'autres activités, que ce soit sportives ou là dans la présentation, il y avait pas mal de musique, et c'était la musique jouée à la main, en fait, aussi. Ça sont même si on peut passer beaucoup de temps là-dedans, quand on apprend un instrument, c'est quelque chose qu'on fait avec des amis ou avec des inconnus. Il y a des rencontres, en fait. Avec le jeu, ça se modifie un peu, en fait. On peut revenir là-dessus aussi. Ah oui. Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Dirk. En fait, c'est sournois sur la cyberaddiction, parce que quand c'est qu'on s'aperçoit qu'on est addict ou pas, j'ai des expériences, quand vous avez toujours votre produit, vous n'êtes jamais en manque. Donc vous ne pouvez pas savoir. Et quand c'est qu'on s'aperçoit qu'on est en manque, c'est quand on n'a plus le produit. Et en même temps, ce qui est de particulier, c'est comment ça s'introduit, et ça vient justement parce que la cyberaddiction, après on peut regarder comment ça elle s'organise aussi. C'est un modèle aussi, un modèle de langage, un modèle de société. Et aujourd'hui, là-dedans, ce modèle aussi entraîne des nouveaux comportements. Je sais que François Zeno, tu vas réagir après dessus, j'espère. Et là-dedans, c'est comment nous, dans notre quotidien, parce que l'addiction qu'on a, ça se répercute aussi dans d'autres formes qui se glissent, qui se déplacent. L'addiction, on fait du harcèlement, un truc très simple, très anodin. On a tous des parents, on a tous une famille. Moi, ma mère, elle m'appelle 8-9 fois à une vitesse comme ça. Je dis, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a, quoi? Et donc, l'outil, à un moment donné, devient juste un véhicule qui va aussi introduire plusieurs pathologies, quoi. Et ça, on le voit aussi. Et il y a ce qui est surprenant, c'est aussi c'est des nouvelles formes qui aussi marquent des générations. Quand on prend des parents comme les miens, comme tout le monde peut avoir, on les voit qui sont dans d'autres rythmes. Et je me suis aperçu que je ne suis pas le seul, quoi. J'ai une amie qui travaille à la mairie, et sa mère l'a appelée, c'était drôle, j'ai vu ma réaction. De suite, waouh, il y a une décharge. Et pourtant, Dieu sait que tu aimes ta mère, quoi. Mais il y a ce rapport avec le lien que propose le numérique. Il a un stress pas possible, quoi. Et qui doit nous interroger, qui amène même aux portes du harcèlement, quoi. Désolé, j'ai mal à la gorge, j'ai pas le choix. Après, Ali, tu parlais aussi tout à l'heure du comportement. Moi, il y a une maman qui me disait tout à l'heure que quand elle enlève le jeu vidéo à son enfant, il pleure, il fait des crises, il va dans la chambre et il ne lui parle plus pendant une semaine. Donc on voit bien là que l'informatique... Juste, il y a un jeune homme qui voulait réagir par rapport à ce sujet. Bonjour, moi je voulais vous dire... Pardon? Ah, je me présente. Bonjour, je m'appelle Reda, j'ai 15 ans, j'habite à la Castellane. Et ce que je voulais vous dire en fait, c'est que nous on remarque pas qu'on est addictif parce qu'on a grandi avec.
Et la question que je vais vous poser, c'est comment savoir qu'on est addictif à ça? Enfin... Oui. Comme Ali a dit, hein, en fait, quelqu'un qui fume des cigarettes, par exemple, qui achète régulièrement des cigarettes, ils ne se rendent pas forcément compte. Mais un critère, c'est la fréquence qu'on passe pour l'action ou pour de consommer le produit. Après, c'est aussi d'augmenter la fréquence ou d'augmenter la quantité. On commence avec une cigarette et après, voilà, on fume peut-être 1-2 fois par semaine et après, ça devient tous les jours, en fait. Et après, on finit avec, je ne sais pas, 10 cigarettes par jour. Oui, mais la personne qui fume, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte. Il se dit que c'est normal. Tout à fait. Et il se rend compte, en fait, une fois, comme Ali dit, quand le tabac, il a fermé et il ne trouve plus. Là, il y a le manque, en fait, qui s'installe. Pour toi, ça serait en fait quand le portable, peut-être, il n'a plus de batterie. Ou pour X raison, en fait, l'ordinateur, il planque, en fait. Et là, il peut avoir aussi une forme d'irritation. Et ça, c'est en premier signe, en fait. Comment je vais réagir, moi? Cette irritation. Moi, logiquement, je vais prendre mon chargeur, le laisser charger, et le temps, je regarde la télé, normalement. Non? Moi? Moi, menteur? D'accord. Non, je regarde tout le temps. Là. D'accord, après, il y a d'autres signes. Voilà, l'augmentation pour avoir les mêmes effets, en fait, le même plaisir. C'est un des critères. Après, le manque qu'il peut avoir, qu'on n'a plus le support, en fait, c'est notre. Après, qu'on perd l'intérêt pour d'autres activités. Peut-être avant, en fait, on jouait au foot ou on était avec des copains. En fait, le temps, là, il se redresse parce qu'on est tellement sur le jeu et voilà, ça prend de plus en plus de place, en fait. Et en même temps, tu as raison, c'est difficile parce qu'on ne se rend pas compte, on passe du bon temps. Mais après, ça bascule souvent, mais c'est là où la notion d'addiction commence à se mettre en place, que ça devient c'est plus le plaisir, en fait. Il y a plutôt la gestion, en fait, du manque, en fait. Le téléphone, voilà, ou le jeu nous manque, en fait, parce qu'on est tellement proche, en fait, qu'on n'est pas bien après. Et ça, c'est des premiers signes de manque. Voilà, moi, je m'appelle Marie, donc je suis médecin en formation en psychiatrie. Je voulais juste dire que moi, je suis en train de faire une thèse en lien avec les réseaux sociaux et l'anorexie mentale. Et je voulais juste rebondir aussi sur ta question, sur comment on peut savoir si on est addict. J'ai fait des recherches un petit peu là-dessus, au niveau scientifique. Vous me dites hein, si je me trompe. Mais en fait, c'est vrai que c'est compliqué de définir l'addiction à Internet. Parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est dans nos habitudes. Donc c'est vraiment compliqué. Il y a vraiment des recherches qui se font de ce côté-là pour savoir comment vraiment dire si on est addict ou pas. Moi, dans mon projet de thèse, je fais un questionnaire en ce moment sur l'addiction à Internet, où il va y avoir des questions sur le retentissement en fait, que va avoir Internet pour les adolescents et les personnes qui vont faire ce questionnaire. Et ça va être des fois des choses comme je reste plus longtemps que ce que je pensais en fait. Des questions comme ça où en fait après on regrette un petit peu, où on se dit que ça prend trop d'importance alors qu'on ne voulait pas au début. Ça va être aussi des questions comme ça où je pense que l'addiction, on va s'en rendre compte à ce moment-là quand on va s'enfermer dans ça. Enfin voilà, ça va être des questions un peu de ce genre-là qui vont montrer qu'on va être addict. Mais c'est une question qui est compliquée. À l'heure actuelle, il n'y a pas un vrai consensus. Oui et non, en fait. Il y a... La recherche, elle devient toujours un peu plus tard, en fait. Elle observe des phénomènes, en fait, quand ils sont déjà là, en fait.
Et les premières études sur l'addiction à l'Internet, ils datent des années 70. D'accord ? C'est pas hier ou avant-hier, en fait, c'est vraiment... Et c'était observé par des personnes, en fait, qui ont programmé les applications ou les programmes. On a vu déjà... Voilà, l'addiction en fait et des troubles apparaître en fait à ces moments-là. Après, quand on parle d'internet, il y a voilà différents champs. En fait, il y a le jeu, addiction au jeu. On connaît depuis plus longtemps en fait avec les PMU, etc. Sauf ça s'aggrave avec l'internet, ce que j'avais raconté. Après. Il y a des jeux qui, à la fois qui sont très beaux, très sophistiqués, en fait, comme des contes, en fait, et on devient acteur dans les contes, en fait. Après, il y a des aventures. Il y a, voilà, on s'identifie avec un personnage, on a une équipe, etc. C'est en jeu et c'est pas la vraie vie en fait. Et là, il y a aussi une différence parce que quand on joue au foot, voilà, on est engagé aussi ou dans d'autres jeux. Sauf après, on rentre à la maison quand c'est l'heure de manger en fait et on passe à d'autres choses. Avec le jeu en ligne, en fait, voilà, c'est tout le temps disponible en fait. Et là, il y a une piège en fait. Merci. Il y a Camélia qui voulait réagir aussi par rapport à ce sujet. Donc, je m'appelle Camélia, j'ai 15 ans. Et c'est pour dire, comme il a dit, c'est l'habitude. C'est peut-être comme une voiture, quand une personne elle a le permis, c'est l'habitude, on ne va pas aller reprendre le bus. Et vu qu'on a grandi avec les objets numériques, eh ben, c'est comme ça, pas autrement. Et est-ce que tu as un manque, toi, du coup? Non, je sais pas. Je crois qu'il faudrait être privé en fait pour pouvoir savoir si on est en manque. Il est cassé, donc ça me manque pas, genre. Justement, il y a un bon exemple, elle a cassé son téléphone. Du coup, comment tu te sens? Ça va, normal. Je peux vivre sans. Ah bah donc t'es pas addict alors. Il y en a d'autres qui peuvent pas vivre sans. Oui, Mohamed Berchiche. Je reprends un peu ce qu'a dit Ali parce que moi, ce qui m'interpelle le plus dans les addictions et le cyberaddiction, c'est la manière dont la société s'organise pour que on devienne addict à ces produits issus du numérique. Moi, j'ai des enfants. Je vois à quel point ces objets du numérique sont tentants, faciles d'utilisation. Les jeux aujourd'hui sont gratuits, c'est quand même quelque chose qui est une tendance forte. Fortnite d'ailleurs, peut-être qu'il y a des enfants qui jouent ici à Fortnite. Voilà. Donc moi j'interroge surtout la société sur la cyberaddiction comme un choix de modèle d'organisation pour finalement un peu abêtir et rendre un peu passifs finalement les individus. J'allais dire, ils sont quand même pas totalement gratuits les jeux Fortnite en fait, notamment puisque il faut acheter des armures, il me semble. Donc il y a des achats quand même à faire. Et c'est fait exprès. Oui. Juste pour je finis la parenthèse. C'est typiquement le marketing de tous les dealers. D'abord, on vous donne gratuitement. Voilà, c'est tout. Oui. Pour continuer ce que tu viens de dire, tout à l'heure, il a été dit que c'est pas la vraie vie Internet. Le problème, c'est que ça a des conséquences, et des conséquences quelquefois extrêmement graves sur la vie, sur le quotidien, sur le fait de... Je rappelle juste que dans les quartiers, dans le quartier de l'Estac où j'habite, il y a quand même eu, suite à des harcèlements sur Internet, un gamin qui s'est suicidé. Et donc du coup, ça peut avoir des conséquences tellement graves que je crois qu'on ne peut pas considérer que Internet
où le téléphone, ça nous coûte que des sous, ou que ça nous prend du temps, ou que ça nous prend un peu la tête. Ça prend plus que la tête. Ça va avoir des conséquences. Il y a des gens aujourd'hui qui perdent tout avec ça. Alors, est-ce que c'est Internet ou est-ce que c'est les produits qu'on nous met un petit peu comme pour des drogués? Moi, je me rappelle quand il n'y avait pas Internet, il y avait le Minitel. Et moi, le nombre de gens qui se sont ruinés avec le Minitel, c'était incroyable. Et donc, du coup, ça a des conséquences. Et c'est de ça qu'il faut aussi qu'on parle un petit peu, parce que si ça nous rendait que bêtes, le problème, c'est qu'au-delà de la bêtise, ça peut nous tuer. Je voulais... Françoise, on te passera. Moi, justement, je voulais... on a parlé de la cyberaddiction. C'est vrai que c'était un sujet qu'on voulait aborder, évidemment, et qu'on abordera très certainement encore, et peut-être ce soir et dans les 2 jours qui viennent. Moi, je voulais réagir sur la question... dans le documentaire, ça a débuté... Enfin, moi, j'étais vraiment... ça m'a fait peur, quoi, l'histoire de cette femme qui, parce qu'elle a sa photo dans la Provence avec son dossard, se retrouve sur son adresse mail. Et là, je parle pas de Facebook, et je parle pas de jeu, je parle d'une adresse mail, d'un truc très personnel. Et donc se retrouve interpellée sur son adresse, dans son intimité, certes numérique, mais c'est son adresse perso, et se retrouve comme ça extrêmement facilement retrouvée, identifiée, puis harcelée. Donc ça fait peur, quoi. Donc c'est ce témoignage-là. Et à partir de cela, c'est moi qui suis psychiatre d'adulte et qui vois des gens, qui rencontrent parfois des gens qui ont des troubles psychiatriques qu'on appelle, comme ça pour aller vite, la paranoïa, c'est-à-dire qui se caractérise par un sentiment permanent d'être surveillé, harcelé, menacé, regardé. Donc, ce média qu'est Internet alimente totalement. Pourtant, je ne pense pas être paranoïaque, mais franchement, il y a de quoi. Et il y a cette possibilité d'être harcelé fait que quand on utilise l'outil, si on est fragile, si on a une propension, une tendance naturelle à avoir comme ça ce sentiment de méfiance et de persécution, c'est vraiment la porte ouverte à ce type de décompensation, à ce type de pathologie. Et nous, on le voit dans nos consultations et dans nos services de soins, où des personnes ayant une fragilité psychique qui, à travers l'écran, à travers l'utilisation, qui est une utilisation qui peut être banale, pour son boulot, pour aller chercher de l'information, parce que c'est un outil extraordinaire, il y a vraiment des choses très enrichissantes qui peuvent être... Eh bien, à travers cette fenêtre, eh bien, petit à petit, se désagrègent et sont de plus en plus cernés et comment dire, aggravent leur tendance à la méfiance et à la paranoïa. Donc ça, c'est aussi un élément dont je voulais témoigner à partir de la réalité du cyberharcèlement qui peut venir comme ça, se télescoper, avec comme ça une tendance individuelle à cette méfiance et venir comme ça provoquer des troubles plus importants ou déclencher des troubles à travers ce média. Donc ça, c'est un autre aspect un petit peu des choses. Moi, je voulais juste dire un truc, et ça me choque, parce qu'il y a beaucoup de mamans, pour se débarrasser, enfin pour être tranquille, elles donnent le téléphone ou elles mettent les enfants devant des portables ou des tablettes pour avoir la tranquillité. Donc ces enfants, à partir du moment où ils sont devant leur tablette, en fait, ils sont déconnectés de tout, du monde, quoi. Après, tous ces enfants-là, manuellement, ils sont pas dégourdis,
Voilà, ils se servent que de leur pouce, de leur machin. Mais moi, je trouve franchement que c'est malheureux parce qu'un enfant, il n'a pas besoin d'être devant une tablette ou devant un téléphone pour passer son temps. Après, moi, j'ai des ados chez moi, enfin des ados adultes. Mes enfants, moi, par exemple, le dimanche, on est à la maison, on se retrouve, ils sont tous sur leur portable. Et moi, je suis en cuisine. Et à un moment donné, je leur envoie un message à tous les trois, là. Je leur dis, oh les gars, j'ai besoin d'un coup de main, là. Alors, ils rigolent. Mais moi, franchement, ça ne me fait pas rire, hein, parce que je dis, c'est malheureux. On n'a plus de communication. Les enfants, ils ne parlent plus aux parents, les parents, ils ne parlent plus aux enfants. Ou on est devant la télé. Nous, les adultes, enfin, on est beaucoup devant la télé, plus que devant l'ordinateur. Mais même les enfants, quand ils sont devant l'ordinateur, ça y est, ils sont dans leur bulle. Franchement, moi, je trouve ça malheureux. On ne vit plus comme on vivait il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. 20 ans, 30 ans en arrière, on sortait, on allait dans les parcs. Moi, j'habite à l'Estac, on allait à la Galine, on allait à la mer, on faisait plein de choses. Maintenant, les enfants, on les amène dans un parc, et ben, excusez-moi de l'expression, ils s'emmerdent. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. S'ils n'ont pas leur tablette, s'ils n'ont pas leur téléphone, ils sont malheureux. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, j'allais dire quand même que on a repéré quand même aujourd'hui en pédopsychiatrie que plus on mettait tôt en fait les enfants sur les portables ou les tablettes, c'est-à-dire en dessous de 3 ans, et on a déjà des troubles en fait. Hein. Ça donne en fait des troubles à allure autistique. Voilà. Donc, je vous mets en garde quand même de ne pas trop les mettre trop tôt sur ce genre d'ustensiles. Françoise, il y a Françoise qui veut un petit garçon là. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 15 ans, j'habite à la Savine. Et je voulais vous dire que je suis accro à tout ce qui est électronique. Et à cause de ça, à chaque repas, je dialogue plus avec ma famille. Et je suis déçue. Parce que je suis accro. Non, ça ne soigne pas. C'est impossible. François. Impossible. Bon, apparemment, il est quand même pas complètement foutu, on va dire, hein, d'accord? Puisque en fait, il s'aperçoit qu'il est accro. C'est déjà pas mal. Hein. Il y en a qui disent que non, jamais ils ont bu une goutte d'alcool de leur vie. Bon, bah lui, il a dit oui, c'est vrai, je suis accro. Donc c'est un bon début pour se soigner. François Zeno, peut-être oui. si vous Oui, François Zeno, je suis médecin généraliste. Je voulais réagir sur 2 aspects de ce qu'on s'est dit ce soir. D'une part, moi, en consultation, je vois des conséquences physiques réelles sur les gens quand ils sont trop sur les écrans et qui sont finalement coupés du réel. Moi, j'ai des gens je vois notamment des jeunes, mais qui ne dorment plus. Et qui décrivent très bien que s'ils vont au bahut, au collège ou au lycée, c'est parce qu'ils y vont pas toujours, mais s'ils y vont, ils sont fatigués, ils y sont toujours en retard, et les résultats ils sont pas bons. Et voilà. Et puis sur leur alimentation, pareil, qui n'ont plus aucun repas structuré. Et visiblement, on voit qu'il y a un retentissement sur toute la famille parce que plus personne ne mange ensemble. Dans certaines, alors évidemment c'est pas tout le monde, mais dans certaines familles, et du coup une alimentation qui est plus bonne, et ils se trouvent ou trop maigres ou trop gros, mais en tout cas ils sont pas bien physiquement, et c'est vraiment un vrai retentissement. Et je pense de structuration et de gens qui se parlent plus dans une même famille, ça c'est grave. Et puis il y a un autre aspect qui m'intéressait dans tout ce qui a été dit, dans ce qui a été présenté sur le harcèlement. Je pense qu'il y a un harcèlement aussi qui est banal, qui n'est pas aussi grave que ce qu'on peut avoir, et que de moqueries qui conduit des gens à se suicider. Mais moi récemment, je me suis trouvée dans une réunion avec des femmes ou dans un quartier où on parlait de mettre des agrès sportifs pour que tout le monde ait accès au sport, parce que le sport c'est la santé. Et qu'il y a beaucoup de femmes dans des quartiers, des fois, qui n'ont pas accès parce qu'il ne faudrait pas aller loin ou il ne faut pas que ça soit cher. Et en parlant de ça,
j'ai été très surprise qu'une, j'y avais pas pensé, me dise mais on peut pas faire des agrès dehors. Parce que moi, ça m'est arrivé, la fête du quartier, quelqu'un m'a filmé du balcon, ça a circulé sur les réseaux, mon mari, les autres hommes l'ont vu, et il y avait une surveillance de l'entourage. Alors c'est vrai que sans cet outil, sans doute que cette surveillance mutuelle, ça peut se faire, mais là, ça a circulé très très vite. Et en fait, on s'est trouvé un peu bloqué parce que l'impossibilité d'aller faire, en tout cas pour certaines, d'aller faire du sport au vu de tout le monde parce que ça peut circuler un peu partout. C'est banal, mais en même temps, je trouve que ça montre bien comment on peut réinteragir. Alors moi, je suis peut-être parano aussi, mais personnellement, je suis sur aucun réseau social. Et même, je n'ai pas donné ma voix à mon portable pour Siri, et même je ne voudrais pas y mettre mon empreinte pour l'ouvrir. Parce que je pense que tout ça, c'est pas perdu. On appelle ça les nuages, mais pas du tout. Hein. C'est dans des bases de données. Et très franchement, ça peut avoir des conséquences très concrètes. Bonsoir. Je m'appelle Salima, donc j'ai 3 enfants. Et effectivement, là, je suis confrontée avec mon dernier qui a 11 ans, qui joue énormément et qui veut jouer énormément à Fortnite. Et là, je vous demande, en tant que spécialiste, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que parent? Quelle est la solution? Parce que là, en fait, à chaque fois que je lui demande d'arrêter de jouer, voilà, on part en conflit. Voilà, il boude, voilà. Et du coup, là, je suis vraiment confrontée à un gros problème actuellement. Et je sais pas ce qu'il faut faire. Je peux vous répondre, en fait, le mieux que je peux, c'est d'accompagner, d'être en lien avec lui, de se laisser raconter comment il est le jeu, qu'est-ce qu'il a vécu comme personnage, et d'échanger. Avec lui sur le jeu, sur le contenu. En sachant que moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais, parce que... Peut-être vous vous intéressez pas au foot non plus, en fait. Et quand l'enfant rentre, voilà, ce qui est intéressant aussi, de voir comment il a vécu, en fait. Et la même chose, en fait, dans le jeu, en fait, à la fois qu'est-ce que lui, comme personnage, qu'est-ce qu'il a vécu, et aussi comment il s'est senti, qu'est-ce qu'il en pense, en fait. Et là, on rentre en fait dans son vécu, en fait, et le jeu est juste voilà, la surface, en fait. Ça, c'est intéressant. Peut-être après, vous rencontrez voilà, d'autres situations où vous vous sentez bien, où vous êtes énervé, en fait, ce qu'il a vécu, et ça, c'est des choses qu'on peut partager. D'accord. Moi, excusez-moi, moi j'allais dire, en fait, j'ai lu un article, je crois, il me semble cette semaine, sur une recherche qui a été faite aux États-Unis à propos justement de l'addiction, alors pas forcément au numérique, mais il disait en fait dans cette recherche que le lien social, c'était une porte de sortie. Donc il me semble que en fait, pour le numérique, c'est sûrement en fait très vrai. C'est-à-dire que votre enfant, il faut qu'il aille rencontrer d'autres jeunes, pour faire des activités avec d'autres jeunes et pour le décrocher un peu de son écran, quoi, en fait. C'est le lien social qui permet de sortir de l'addiction. Voilà. Après, peut-être je vais proposer un contresens à ce qu'elle vient de dire, parce que justement, sur le lien social qui permet de s'en sortir, c'est aussi ce lien social qui te fait entrer dans l'addiction. Parce que souvent, l'addiction est une construction de souffrance. Et à la base, c'est aussi tout le vécu qu'on a eu avec un lien social qui fait que l'addiction, à un moment donné, vient comme un outil pour détruire ce mécanisme de souffrance. Et effectivement, une fois, comme on dit, ça c'est une approche très bouddhiste, tuer ce qui te fait mal à l'intérieur pour pouvoir reconstruire un nouveau lien qui permettra... Donc, moi, je voulais faire une articulation avec, toujours dans la même veine, avec Nathalie Maria,
J'aimerais bien si tu nous amènes à glisser sur comment on se reconstruit après ce harcèlement. C'est du concret. Oui, parce qu'en fait, c'est moi la personne qui suis toujours joggeuse et qui était harcelée par mail. Comment on se reconstruit, c'est pas facile. En fait, donc j'ai porté plainte au mois de novembre-décembre. Je n'avais pas de nouvelles. Pourtant, cette fois, j'avais été écoutée. Et puis, je ne reçois plus de mails. Ça s'est arrêté. Donc, j'y pense. J'y pense tout le temps. J'ai changé mes heures de footing. J'ai changé mes trajets. Je ne promène plus le chien au même endroit. Je n'arrive pas à retourner le promener dans les mêmes rues que je faisais d'habitude, tout simplement. C'est pas possible. Et quand je vois une silhouette un peu similaire à l'individu en question, j'y pense. Donc c'est le nœud dans la gorge, c'est la poitrine qui se serre, on n'est pas bien. Donc petit à petit, ça s'espace. Il y a une dizaine de jours, le commissariat m'a appelé, j'étais au travail. Et donc quand ils m'ont appelé, c'était pour faire le point sur l'affaire. Et là c'est panique à bord, tremblement, qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais avec un collègue de travail qui a vu que ça allait pas. Et donc la personne qui a pris en charge mon dossier m'a rappelé tout simplement pour me dire que c'était... Alors en plus, elle le dit tel que au téléphone, donc que c'était un vrai psychopathe dangereux, qu'il n'avait pas réussi à retrouver l'individu puisque son adresse mail pointe sur un système informatique qui est à l'étranger et qu'on ne peut pas retrouver. Donc ils lui ont simplement fait un mail en lui disant qu'il y avait une plainte de déposer, en le mettant en garde contre ce qu'il risquait au niveau de la loi et des pénalités. Pour le moment, j'ai plus rien. La seule consigne du commissariat, c'est si ça recommence, vous revenez nous voir. Mais ça veut dire que cette personne sait où j'habite, qu'elle m'a croisée, qu'elle sait la tête que j'ai, qu'elle sait que je m'inscris à quasiment toutes les courses de Marseille. Et je ne peux pas m'empêcher d'y penser, quoi. Je me dis, un jour, ça va la reprendre. Et puis, de quoi est-ce qu'elle est capable? Ça a été que des mails, mais après tout. Donc voilà. Donc on se reconstruit, on apprend à vivre avec. On n'oublie pas. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas oublié. Comment? Non, pas tout. Mais en tout cas, maintenant, il y a quand même juste une petite précision, parce que madame me demandait, quand on s'inscrit sur une épreuve sportive, maintenant, on peut cocher une petite croix en demandant l'anonymat. Donc, bien sûr, c'est ce que je fais. Il y a encore un témoignage. Encore un témoignage d'un jeune homme. Alors, bonsoir. Je m'appelle Adem. J'ai 12 ans. Et moi, en fait, c'est que je suis accro au téléphone. Et c'est qu'en fait, tout à l'heure, au collège, j'ai fait tomber mon téléphone. Et du coup, il s'est cassé. Et maintenant, j'ai de la peine. Il me disait tout à l'heure en aparté qu'il avait de la peine, que parfois il mangeait pas et que ça l'avait vraiment affecté. Donc... D'ailleurs, il est ému d'en parler. Tu vas le retrouver. Pour rebondir sur ce témoignage, c'est vrai que, et pour rebondir aussi sur votre question, des fois, donc cette addiction, ou en tout cas cet usage hyper important que ce soit des jeux ou le téléphone, c'est aussi par moments une manière de communication. Je pense que les jeunes communiquent vraiment beaucoup par Internet et même les jeux vidéo. Je ne sais plus si Fortnite, ils communiquent vachement avec les autres. Et des fois aussi, ça permet pour des personnes qui sont timides, qui ont une grosse timidité, de pouvoir être en lien avec les autres. Donc ça peut être ça peut être aussi des personnes qui aussi veulent oublier leurs problèmes de la vie réelle, qui vont aussi s'enfermer dans le virtuel. Et donc il y a beaucoup de questions là-dessus, et c'est pour ça que c'est vrai que la communication, d'essayer de comprendre pourquoi, par exemple peut-être que ce jeune homme, il y a des choses qu'on pourrait comprendre pourquoi c'est compliqué de ne pas avoir son téléphone avec lui. Voilà.
Oui, et je voulais juste un peu réagir. Tout à l'heure, la cyberaddiction renvoie à la personne, à l'individu, et aussi avec le collectif virtuel qui entraîne. Et on ne parle pas aussi de l'addiction collective. C'est souvent parce que si on fait juste un transfert sur les addictions qu'il y avait traditionnelles, en général, il y a une vie aussi. L'addiction aussi permet une sociabilité. Parce que quand on vient dans une addiction, on change des habitudes pour en prendre d'autres. Et ces autres amènent une certaine excitation, une certaine désir de partager autre chose avec un groupe. Et là, c'est surprenant que, justement, on fait abstraction de cette addiction collective qu'offre la cyberaddiction. Et je pense que ça peut être... On devrait s'attarder un peu sur ce point-là. Tu as vu, j'ai réfléchi. Bonsoir. Alors, je m'appelle Warda Ossini, je suis étudiante en Master 2 de Psycho du Travail. Alors, dans le cadre de ce parcours universitaire, on a des stages à faire et au cours de mes stages, en fait, voilà, je souhaitais parler d'un constat que j'ai vu. Normalement, on est censé être dans l'ère du numérique où tout est progrès. Là, quand je m'aperçois en face à face avec des personnes, que lorsque ces personnes-là, en fait, sont tellement habituées à tout faire sur leur téléphone, lorsqu'on les met en situation face à un ordinateur, en fait, elles sont perdues. C'est-à-dire qu'elles ont mis leur adresse mail, elles ont tous les comptes qu'elles peuvent avoir, elles font toutes leurs démarches par téléphone. Et en fait, une fois qu'on retire le téléphone, la personne ne sait plus rien faire. Donc du coup, on est censé être dans une ère d'évolution, une ère de progrès, mais on a l'impression en fait que ça se répercute uniquement sur le téléphone, mais pas sur les autres moyens, les autres outils comme l'ordinateur ou autre. Donc ça, c'est un constat vraiment qui m'a interpellée dans plusieurs stages que j'avais effectués dans ce domaine. Tout à l'heure, plusieurs personnes, notamment des jeunes, demandaient mais quand est-ce qu'on sait qu'on est addict ou pas? Et c'est vrai que c'est un truc qui est... Alors tu disais la quantité, la fréquence et l'augmentation, la durée par exemple. Et pour préparer ces journées, je lisais j'ai lu un certain nombre d'articles et notamment donc une parution récente qui faisait état d'une durée moyenne en France en 2018, donc une étude qui avait été faite par l'Éducation nationale apparemment, sur la durée moyenne d'exposition. Voilà, le terme c'était une exposition aux écrans, d'une moyenne en France de 35 heures par semaine. Ce que j'ai trouvé absolument terrifiant. 35 heures par semaine d'exposition aux écrans en 2018 pour les enfants et les adolescents, enfin les moins de 18 ans. Donc à partir de 35 heures par semaine, c'est quand qu'on est addict, quoi. Enfin, si la moyenne est à 35 heures, voilà, Je vais répondre un peu et aussi répondre à Ali en fait parce que je pense qu'il y a vraiment un changement de culture. Voilà, les parents en fait qui connaissent aussi un peu les ordinateurs, on a une double culture en fait. On est grandi avec d'autres loisirs, avec la lecture, avec des livres en fait et peut-être ça c'est actuellement être en train d'être remplacé sur les jeux par exemple ou la communication en fait du quotidien sur les réseaux sociaux et je pense qu'il y a aussi des chances en fait. Et on parle beaucoup là des problèmes qui sont bien là aussi. Mais j'étais il y a 2 ans sur un congrès médecine et informatique et
il a eu des témoignages, une fois par exemple, que des patients avec des maladies rares, ils se sont regroupés dans des groupes, et du coup ils étaient nombreux, et du coup ils avaient aussi un impact en fait pour témoigner, et du coup ça donne aussi de faire la place pour la recherche, où normalement à un hôpital, en fait, il voit une fois par an, en fait. Du coup, il y a, voilà, plus grand, en fait, des personnes, et on connaît mieux, en fait, les maladies. Ou une autre recherche que j'ai trouvée très, très sympathique, où les laboratoires ont invité des joueurs de détecter des cellules malades. En fait, ils mettaient sous forme de jeu, en fait, des cellules de sang, et on pouvait se brancher en fait sur le site, et on cliquait en fait sur des cellules qui étaient différentes que d'autres. En fait, il y avait une petite introduction, voilà, pour bien connaître en fait, et après voilà, on participait en fait à la recherche et à la connaissance en fait des maladies. Après, il y a le même modèle en fait pour chercher des étoiles en fait, ou des planètes qui sont très loin en fait en astronomie. Ça veut dire qu'il y a des applications qui apportent aussi à la connaissance, et qui sont sympathiques aussi de se mettre en lieu. D'accord, c'est les téléphones portables et les tablettes, les ordinateurs, c'est pas des appareils qu'il faut d'amener, ou qu'il faut voilà. Il y a aussi un potentiel qui est très très fort. Il y a par exemple un collègue en fait dans le service où je travaille, en fait, lui il est à la conception, et il utilise l'espace virtuel pour soigner des angoisses, ou pour aider à arrêter de fumer. Et il y a un potentiel qu'il a, mais il y a aussi un potentiel pour se nuire, et la recherche montre ça. En fait, il y a une adaptation du cerveau, que ce soit dans la fonction, mais aussi dans la structure, par le temps, 35 heures par semaine qu'on passe. C'est vraiment des parties en fait qui deviennent plus minces. L'attention en fait qu'on peut passer, qu'on regarde. Voilà, ma génération, par exemple, on passait du temps à lire, on lisait des heures, on continue, et aujourd'hui, le temps d'attention, elle est malheureusement réduit, en fait. Merci. Je suis avec un petit groupe là qui, en nous écoutant, me disait qu'ils avaient conscience qu'ils avaient besoin de s'exprimer, qu'ils avaient des petits soucis. Donc il y a Amine qui veut témoigner aussi. Bonjour, je m'appelle Amine. Bonjour, je m'appelle Amine, j'ai 11 ans, j'habite à l'Estac. Je voudrais parler parce que je suis accro aux jeux vidéo, et des fois je rate des entraînements de foot pour jouer, et je voulais dire ça. Et ouais, parce que des fois je voudrais bien aller jouer au foot, mais je sais pas comment ça se fait que je vais pas. Je sais pas, c'est tout seul. Là, je lui demande encore un peu de temps. Moi, j'allais témoigner parce que je connais un jeune homme qui est de 15 ans, en fait, qui, lui, est complètement accro au jeu aussi, comme ça. Et en fait, sa maman me racontait l'autre jour qu'il avait cassé 3 télés. Et puis des jeux, des consoles. Et donc du coup, en fait, sa solution, alors il m'a raconté, le jeune homme de 15 ans, sa solution, ça a été de se débarrasser de tout. C'est-à-dire, il a tout revendu. Voilà. Donc il n'a plus de console, et il n'a plus d'ordi, et il m'a dit, depuis, ça va mieux.
Moi, je voulais juste rebondir sur deux choses. D'une part, le fait que, bon, comme on disait aussi, dire que c'est un outil, donc en soi, ça peut être bien, mal, mais je pense que la question, un peu que ça ressort souvent, c'est le fait que c'est un outil qu'on croit contrôler et pas du tout. Moi, ça m'a beaucoup interpellé l'avocate qui faisait des exemples sur l'harcèlement scolaire, par exemple, que depuis, on fait toujours des blagues à l'école, c'est normal, on fait toujours des blagues et ça fait partie aussi de la vie d'école, des relations sociales. Mais par exemple, l'ampleur que peut avoir une blague qui parte dans les réseaux et on ne la contrôle plus, ça c'est un effet de violence qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est aussi ce que disait Philippe Hervier par rapport à les changements dans la violence. On n'a plus la violence physique des fois, mais on a des types de violences qui du coup ça nous échappe. Et des fois, on n'est pas conscient parce que c'était une blague. Et je trouve que ça, c'est bien qu'on croit connaître les réseaux, qu'on croit connaître les outils. Et après, par contre, on se rend compte qu'on ne connaît pas du tout, on ne sait pas du tout où on va l'information, jusqu'à quand et comment on peut être récapté. Et ça, je trouve que c'est vraiment angoissant aussi. C'est-à-dire, des fois, on doit être conscient qu'il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas, en réalité. Oui, et je voulais aussi poursuivre sur la violence qui part d'un cliquement. Et ça renvoie toujours, parce que là, c'est chaque fois basculer sur l'univers virtuel. Je ne sais pas si vous avez vu dans les mouvements de foule, c'est pareil. Au début, il suffit qu'il y ait un connard qui met un coup de pied, et ça part en vrille, comme ça. Et là, par contre, on le voit physiquement. Mais sur l'ordi, non. L'ordi, c'est éphémère, tu vois. Tu as l'impression que non, il n'y a pas d'impact. Et comment, donc, face à ces réalités, tu vois, qui se démultiplient, comment, aujourd'hui, on arrive à apporter une contre-éducation à cette éducation qui est imposée. J'aimerais reparler d'autres choses à Ali. Même si je vois bien aussi ces vagues, par exemple sur Twitter, en fait, des nouvelles qui se propagent en fait et qui sont au début en fait des informations qui partent de rien, l'émotion en fait et la réactivité des personnes qui voilà, ça fait des boules de neige et avec un impact après voilà qui est physique aussi, qui est dans la société. Il y a toujours une relation, et je pense que c'est ça où on est amené d'apprendre qu'est-ce que nous on fait avec ça. Quand je vois les personnes avec des addictions produits, en fait, ils sont aussi confrontés à des envies qu'ils ne choisissent pas, en fait, avec un impact émotionnel fort. Et ça peut aussi être en lien avec tout. Ça peut déclencher par la couleur, ça peut être soit pour quelque chose d'agréable ou désagréable, ça peut être la table de la cuisine, ça peut être la musique qui sont écoutées au moment quand ils avaient des consommations. Et voilà, plein de choses aussi immatérielles en fait qui déclenchent, et ça a à nous voir avec nous en fait. Et on peut apprendre progressivement de re-rentrer en contact aussi avec des envies, avec des pensées, avec des émotions, et voilà, de les tolérer, de leur donner une place et de réinterpréter aussi ce qu'ils sont en fait. Et je pense pour l'éducation, en fait, que ce soit individuel ou aussi en fait dans les familles, à l'école, il y a un chemin vraiment
on parle des compétences psychosociales, en fait. Comment je peux interpréter, comment je peux vivre avec mes pensées, mes émotions qui sont pas pathologiques en soi, en fait. C'est quelque chose, voilà, que ce soit la colère, que ce soit l'anxiété, la joie, c'est quelque chose qui est très profondément humain, qu'on partage tout, en fait. Bon, on va peut-être conclure, en fait. Bon, on a vu que le numérique, ça avait des effets positifs et des effets négatifs quand on l'utilise, on va dire, un peu trop. Mais qu'en même temps, c'est vrai que ça permet aussi de faire du lien entre des personnes malades. Enfin bon, donc, en fait, il y a le repas maintenant à 20h15. Ah ouais, tu veux peut-être parler, Ali? Je suis accro. Forcément, donc, c'est vrai. Le micro. Putain. Voilà, je suis accro au micro. Et si j'ai pas le micro, je peux pas marcher. Putain. Et quand il se casse, Amine, tu peux pas. Je te jure, ça fait trop mal. Donc là, on vous invite à venir manger juste à côté, là, en face. Et il y a un apéro aussi. Et après, il y a un super groupe. Elle est où la chanteuse là? Ah, vas-y, voilà. Un super groupe, là, ils sont vraiment balèzes, quoi. Ça vaut le coup de faire le détour. Le groupe s'appelle Piel Canela. Piel Canela. Cappuccino, il s'appelle le groupe. Encore merci à tous.